Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer au joint de cache culbuteur sur un petit 325i moteur N52. Bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément vous êtes intéressé et vous savez pourquoi vous voulez le changer, c'est que c'est une des maladies de ce moteur. En soi l'opération elle n'est pas coûteuse, le problème c'est le temps et surtout de bien le faire, et je pense entre autres au Valvetronic où il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur le démontage et le remontage. Donc je vais essayer de vous montrer ça assez précisément. Et niveau matos, bon, rien de très extraordinaire. Moi ce que j'utilise pour ma mécanique courante, c'est ce matériel là. Si vous êtes un peu bricoleur et que vous connaissez les grandes enseignes, vous devez connaître. Après j'ai à peu près là une bonne partie. J'ai une servante avec un petit peu plus d'outils. Et j'aime bien utiliser ce type de coffret qui est assez pratique pour pas sortir forcément le gros quand il y a besoin, et c'est de la bonne cam. Après en termes de matériel pur pour donc faire ça, je vais en profiter pour faire une grosse révision. Donc première chose, le joint de Valvetronic. Bon, je vais pas faire de la pub où je les ai pris, mais bon, c'est un des sites les plus connus niveau auto. Hop. Ça c'est le joint pour au niveau du filtre à huile, enfin du couvert. Le filtre à huile, rien de bien extraordinaire non plus. Ça, à vous de choisir si vous voulez ou non le prendre le matériel. Si j'arrive à faire un focus dessus, ça serait bien. Voilà, exactement ça. Donc ça c'est à vous de voir. Moi je sais que je préfère, en gros ça c'est les vis du joint du cache culbuteur, c'est de l'alu. Alors dans la doc officielle il est précisé de les changer. Je sais qu'il y a pas mal de gars qui les changent pas, qui disent que c'est pas forcément utile. Moi perso c'est pas pour le prix que je vais rechigner là-dessus. Donc je préfère les changer, au moins je suis tranquille. J'en profite en même temps pour changer les bobines. Donc ça c'est les bobines. Je vous laisse compter combien il en faut. Donc les bougies. Rien d'extraordinaire. Filtre à air. Je vous mets les références comme ça si jamais vous voulez être sûr de commander les bonnes. Et j'en profiterai pour faire notre filtre à habitacle. Il y a une référence, oui, ici. Voilà. Et bien évidemment, le plus important, hop. Donc, le joint qui nous pose tant de problèmes. Bref. Donc niveau matos, je sais plus pour combien il y en a eu, mais je crois que je parle juste si on oublie la partie bobine, bougie. Si vous voulez juste faire le joint en lui-même et changer les vis, je sais pas, c'est une opération à aller à 50 € avec le joint du Valvetronic. Le problème c'est le temps. Et j'ai pris ça moi. Donc là en premier, on va démonter la partie du filtre à habitacle. Comme je vous disais, il n'y a rien d'extraordinaire à faire ça. Le seul truc qui est bien casse-pied, c'est que ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut faire de la place. Et c'est ça surtout le gros problème de cette opération. C'est pas la difficulté, enfin si il y a un petit peu de difficulté, mais c'est surtout le temps que ça prend à faire de la place un petit peu partout.
Après, une opération comme ça, si demain vous deviez la faire chez BM, je ne saurais même pas vous dire combien vous prendrez chez BM. À mon avis, un bon billet, c'est quasi sûr. Chez moi je suis de l'Essonne. En Essonne, on doit être à peu près à 100 € de l'heure. Donc j'ose pas imaginer le montant. Parce que je pense pas que pour le joint de cache-culbuteur, je pense pas qu'il existe un forfait. Autant sur les vidanges aujourd'hui, ils font des forfaits, donc on est à peu près tranquille sur le montant. Je vais pouvoir démonter ça. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à démonter la baie? Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir démonter les vis qu'il y a ici, là-bas. Je sais que tout le monde démonte pas tout. Perso, j'ai pas envie de m'emmerder quand il va falloir reposer le joint. J'ai pas envie de faire le bourrin. Et puis, j'ai envie de dire, si on va pas en concession pour entretenir notre voiture, c'est certainement qu'on estime pouvoir faire aussi bien. Donc autant faire les choses bien, prenez plus votre temps qu'autre chose. N'essayez pas d'aller trop vite pour cette opération, puisque ça pourrait vous coûter cher. Si vous faites mal le montage par exemple du valvétronique, clairement vous pouvez claquer votre moteur. Donc prenez votre temps. Là, il y a les petits capteurs de qualité. Ça on est bon, ça c'est bon. Là, il y a une encoche à sortir. Ça c'est bon aussi. Là, ça c'est bon. Il va falloir démonter cette partie-là. Ça, juste à tirer en fait là, là et là. Après, a priori, il y a juste à tirer vers soi et c'est bien ça pour le casser. En espérant que quelqu'un n'ait pas déjà démonté et pas cassé. Là, il y a une Torx femelle. Pour la masse, et je crois que c'est la seule qu'il y a comme ça. Donc celle-là, il faudra la sortir après. Je vais déjà faire de la place en enlevant tout ce qui est bobine. J'enlèverai le valvétronique après. On va déjà commencer comme ça.
Bon, maintenant qu'on a enlevé toutes les bobines, il va nous rester, comme je disais, le valvétronique, ça c'est fait. Toutes les vis du cache-culbuteur. Et là-bas, il y a le reniflard. Et ça a l'air d'être une belle merde à retirer. Ouais. Je vous confirme que c'est une belle merde. Bon. Comme j'ai pas beaucoup d'appui, je vais essayer de voir si je peux prendre appui avec un tournevis. Alors j'ai l'impression que ça a un peu bougé en appuyant. Ouais, en appuyant. Voilà. Donc avec un tournevis, vous allez voir au niveau du reniflard qui est là-bas. Donc c'est le gros tuyau qu'on voit dans le coin, celui que je viens de sortir ici. Il y a des petits stries qui entourent justement le tuyau. Avec les doigts, juste de pousser, j'ai pas réussi. Donc d'un côté vous appuyez avec le tournevis, de l'autre avec vos doigts et vous poussez vers l'autre côté et ça devrait vous permettre de le sortir. Donc une fois qu'on a sorti le reniflard pour le valvétronique, et c'est là, ça c'est une des opérations les plus sensibles. Donc ce qu'il faut, donc vous faites un peu de place, parce que là en gros on a des vis. On va devoir retirer, mais il y a le valvétronique. Pour le retirer, il y a les deux vis qui sont là. Et là, alors je pense qu'on voit pas beaucoup, mais en gros, juste en dessous l'entrée de la cosse, si vous regardez, il y a la place pour une petite clé à laine. Dans le carton. Donc là, j'ai trouvé, moi sur le... Il parle d'une clé à laine de 4 de mémoire. Oui. Moi, pour vous donner une idée, sur ma Facom, j'ai EXR 125. J'ai pas de notion de 4 ou quoi. Peu importe, tant qu'on voit que ça fonctionne et que c'est surtout à la bonne taille. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord me placer dedans. Je parle bien évidemment de la vis. Hein. Et donc, toujours de ce qu'ils disent dans la revue technique, pour sortir le moteur de valvétronique, vous devez le mettre en position de service. Donc, non, j'ai coupé. Donc, pour le mettre en position de service, vous devez le visser. Donc, sens horaire d'une montre. Donc, vous le vissez. Et c'est ce qui va vous permettre de, quand vous allez tourner au fur et à mesure, là, pour vous donner une idée, je le fais à la main. Et au fur et à mesure, on va sentir une résistance, ce qui est mon cas. Voilà, comme d'hab, ça n'a rien de forcé, surtout avec lui. Voilà, vous voyez là, juste pour vous donner une idée, j'arrive un peu à le serrer, mais je force pas. Il est serré, j'ai senti ma résistance, je m'arrête là. Là, il est en position de service. Maintenant, on va pouvoir, avec les torques semelles, sortir ces deux vis-là. Et vous allez comprendre pourquoi on a fait ça. Ok, donc, maintenant qu'on a mis en position de service le valvétronique, on va retirer une vis qui est là, toujours, comme ils aiment bien être chiants avec
moteur en lui-même de l'électronique. Donc, on reprend notre clé Torx. Et là, si les choses sont bien faites, normalement, on a pris là en dévissant, notre moteur devrait venir de lui-même, sans forcer, sans à-coup. Hop, je vais le dévisser à la main et on va voir s'il vient. Bon, du coup maintenant c'est le moment de retirer les vis. Alors déjà je vais ranger un petit peu tout ça, histoire d'y voir plus clair. Donc niveau emplacement, on en a, si je ne me trompe pas, il y en a 19 qui font le tour. On en a 19 autour et 1, 2 et 3 en fait au niveau des puits. Je vais vous confirmer ça après. Alors attention sur celle du centre, comme vous le voyez, s'il veut bien. La cale est beaucoup plus longue que celle du pourtour. Et la vis aussi. Voilà. Et dans la logique, ça devrait venir. Le dimanche, j'ai celui-là, mais si je suis pas sûr que je puisse le... Bon, on en était resté au fait de sortir le cache-culbuteur. Ça a été une misère, donc du coup, pour y arriver, ce que j'ai fait, c'est que finalement, j'ai enlevé la rampe d'injection qu'on voit sur le côté. Pour la retirer, là, là, là et là, il y a juste 4 boulons de 10. Et après, il faut tirer dessus. Voilà, ça se fait, donc vous avez déjà vu le plus gros. Après, c'est juste de sortir. Et la seule différence que j'ai fait au niveau du montage, du démontage, j'ai enlevé le renfort. J'ai coupé à ce moment-là parce que j'avais pas de douille en E18. Donc j'étais en chercher une. J'ai pu enlever le renfort qu'il y a là. Ça s'est passé. Et du coup, j'ai pu sortir, même si j'ai un peu galéré, il sort quand même bien de cette manière. Donc vous aviez tout l'ensemble de ce qu'il faut pour pouvoir sortir le cache-culbuteur. Et juste l'opération, vous m'avez pas vu l'enlever. En fait, on peut voir sur tout le pourtour ici, il n'y a pas de pâte à joint d'origine. Donc j'ai juste nettoyé WD-40, une microfibre. Et là où il y a des petits résidus qui veulent pas partir, j'ai simplement mis, j'ai pris du papier à poncer en 1000 et c'est tout. Et ce que je fais sur la microfibre, je mets d'abord le WD-40, j'enlève tout ce que je peux en frottant et les petits résidus qu'il y a, parce que il n'y en a pas non plus tant que ça. Comme ça me fait une petite pellicule de gras dessus. Je prends mon papier à poncer donc en 1000 et juste légèrement j'enlève les petites traces, mais en fait il n'y a quasiment pas de résidus. C'est plus un petit marquage d'huile qu'autre chose. J'ai pas besoin de frotter énormément. C'est acquis de conscience pour que ce soit bien propre. Bon, du coup, autant le nettoyer le minimum le cache-culbuteur. On pourra changer après aussi le joint d'électronique.
Donc ce que je vous disais, on voit plus le pas de vis, mais je pense quand même que c'est rentré à la base en force. Donc ce que je vais faire, hop, juste je l'imbibe d'huile, histoire de le rentrer un peu plus facilement. Ok, donc, ce qu'on fait, je peux pas me le marquer ça. Non. On prend l'ancien joint, je le mets à l'envers, une douille de 30. Hop. Et juste. Ça, c'est bon. Au niveau du valve électronique, la partie qu'on voit ici, là, le petit débord, pareil en haut, il est vers vous quand on le remonte. Bon, du coup, comme je vous disais, dans la revue technique, et même sur Insta, j'ai vérifié, en gros, il n'est pas préconisé de mettre de la pâte à joint au niveau du joint d'origine. Par contre, ils disent au niveau de tout ce qui est en métal, et entre autres là, sur la partie distri, de faire une très fine couche de joint pour là où il y a une partie métal contre métal. Et la seule partie où ça va être comme ça, ou en tout cas on peut en mettre, parce que tout le pourtour ici il n'y a pas, au fond il n'y a pas non plus. Là éventuellement on pourrait en mettre un petit peu à ce niveau là, mais je vais en mettre que au niveau du cache, au niveau de la distri, pardon, et c'est tout. Donc moi j'avais pris ça parce que j'avais vu que c'était apparemment un bon produit. Voilà. Pour essayer de gagner en espace, il y a un petit cache qui est ici. Il y a une vis de chaque côté et une centrale. Je l'ai retiré pour voir si ça me permettait de mieux passer. Surtout qu'il ne faut pas que je tarde, parce que j'ai déjà posé le joint. Bon bah vu qu'on se refait pas, même quand on essaye de faire bien, on pense pas toujours à tout, ce qui a été mon cas. Heureusement, j'avais juste posé le couvre-culasse. En gros, sur le joint intérieur, j'ai l'impression qu'il y a un sens, pas pour celui-là, parce que celui-là on peut pas se tromper, mais celui au niveau des puits de bougie. Donc je vais ressortir, voilà. Et maintenant, je commence à savoir comment le sortir. Lui il était bien positionné, et donc voilà, on le voit, il n'a aucune marque. En gros, vous voyez ici là, il y a un plat. Et bah ce plat, moi, je l'avais mis au fond. Et en gros, alors ce qui m'étonne, c'est que j'ai regardé, il y a une personne qui a fait une vidéo au niveau du démontage. Et en gros, quand on regarde d'origine, j'ai l'impression que c'était comme ça. Ce qui serait
pas possible. Mais à chaque fois, ce serait dans ce sens-là où on l'aurait. Sincèrement, je sais pas si ça change quelque chose. Je suis pas convaincu que ça change vraiment quelque chose. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai remis le Valvetronic. Au niveau serrage, c'est hyper facile. J'ai commencé d'ici et après j'ai serré comme un carter d'huile. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis éloigné. Ici, au bout, en haut, au bout, en bas, en haut, celle du milieu et les deux ici. Là, c'est 7 Nm. Une fois que vous arrivez à 7, vous refaites 90 degrés avec votre dynamo. Au niveau du Valvetronic, c'est 10 Newtons. Il n'y a pas de notion de, pour les 10 Newtons ici, il n'y a pas de notion de couple après le couple. 10 Newtons. Il n'y a pas de notion de 90 degrés ou quoi pour le moteur de Valvetronic. Ça c'est bon. Là. On est bon ici. J'ai déjà remis mes bougies, j'ai serré 28 Nm pour les bougies. Ou quoi. Donc on va faire E90, engine, N52 tout simplement. Là, système, donc vous, en fonction de votre moteur, vous choisissez N52 ou N52K, et après les étapes c'est les mêmes. Là on fait VVT, et là on fait F1 Start. Maintenant on va faire F2. Ok, on peut stopper. On va faire Shift F10, voilà, et voilà.